Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce webinaire. Bonjour Fanny Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. et merci de nous rejoindre voilà, pour ce webinaire sur la RSE, comment la RSE transforme les entreprises. C'est ce qu'on va essayer de voir durant l'heure qui nous est accordée. On est ensemble jusqu'à midi. Comme d'habitude, pour ceux qui nous rejoignent, sachez que vous avez un chat à votre disposition. Je vois qu'il y a déjà Aline qui s'en sert. Bonjour Aline. Voilà, donc vous pouvez échanger entre vous, mais aussi avec nous, nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce chat. On aura de toute façon l'occasion d'interagir avec vous à plusieurs moments. Il y aura en plus un temps de questions-réponses à la fin, mais forcément, si vous les posez au fur et à mesure, on sera euh, d'autant plus sûr de notre timing et d'être sûr de pouvoir vous répondre. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive. En attendant, on va se présenter avec Fanny. Enfin, Fanny, je vais te laisser te présenter et introduire. Merci Simon. Je suis consultante et formatrice spécialisée sur les enjeux de développement durable, de transition socio-écologique et de numérique responsable. Voilà, pour la petite histoire, le background, je n'ai pas toujours fait ça. J'ai travaillé précédemment dans la transformation digitale qui adresse globalement les mêmes modes opératoires et comment la transformation digitale a infusé à tous les niveaux de l'entreprise de la même manière que la transition RSE opère. Ce sera l'objet de cet échange. Ouais, et on va reparler un tout petit peu aussi de transition digitale, effectivement, à un moment. Et moi, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Simon Châtelain, je suis directeur pédagogique chez MyConnecting depuis déjà plus de 3 ans sur l'entité Management Soft Skills qui intègre notamment les sujets voilà, aussi de QVCT et de RSE, parce qu'on n'est jamais très loin quand on parle de management. On a aussi tout un pan social de la RSE qu'on va un petit peu moins évoquer aujourd'hui, mais qui est très très lié à ces thématiques-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient pour la première fois sur un de nos webinaires, hein, donc sachez que c'est des webinaires qu'on organise une fois par mois environ et qui sont donc ouverts au public. On en fait bien entendu aussi pour nos clients d'une manière privée, mais en tout cas une fois par mois, on essaie de traiter un sujet qui est brûlant dans l'actualité. Et MyConnecting, nous, ça fait donc plus de 18 ans désormais qu'on qu'on existe. On a eu nos 18 ans cette année, notre majorité. On est plus de 350 collaborateurs aujourd'hui dans le monde qui sont tous engagés dans une mission et je vais vous la présenter juste après. On a des formations, donc bien sûr soft skills, je vous en parlais, hein, tout ce qui est autour du management des soft skills. Mais historiquement, on était un organisme de langue, donc on a toute une palette de langues à vous présenter. On forme également à la bureautique et au digital. Et depuis plus récemment, puisque c'est depuis 2 ans ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est vraiment très très des demandes de formation très importantes. On a des formations en intelligence artificielle sur lesquelles on s'est associé avec Nicolas Guyon, qui est la personne qui tient le podcast le plus reconnu dans le monde de l'IA. Donc voilà, donc on a une palette de formations assez large. Et toutes ces formations, on les dirige avec une seule direction depuis 18 ans, mais depuis 2022 avec quelque chose qui est inscrit dans nos statuts, c'est le statut d'entreprise à mission. Et vous verrez, on va en reparler puisque c'est vraiment au cœur finalement des engagements RSE et c'est une des premières clés qui va transformer les entreprises. Quand elles se transforment en entreprise à mission, forcément, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et donc concrètement, nous, notre mission, ça a toujours été donc de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Et en fait, depuis 2022, on a intégré cette mission et donc tout un certain nombre d'engagements dans nos valeurs d'entreprise, dans nos statuts d'entreprise. C'est un statut juridique à part entière. Pas d'indicateur. Je vous avais perdu pendant un instant. Sans plus attendre, de toute façon, on va passer au sommaire. J'espère que tout le monde nous entend bien. Voilà, je pense qu'à mon avis, la connexion est rétablie. Le sommaire, je vais te laisser le présenter de toute façon, Fanny. On va repartir un tout petit peu sur les bases de la RSE, mais on va partir du principe que vous connaissez un minimum ce que c'est. Et puis ensuite, on va aller un petit peu plus sur les impacts, les opportunités aujourd'hui dans ce contexte de transformation d'entreprise. Et on va terminer sur les facteurs clés de succès. Je te laisse rajouter si tu veux compléter quelque chose.
Exactement, hein. La RSE, d'ailleurs, on vous a pas remis, mais la définition officielle du ministère de l'économie, c'est que c'est l'intégration volontaire. Alors, on l'abordera aussi tout à l'heure, hein, elle n'est pas volontaire pour tout le monde, elle est aussi imposée par le cadre réglementaire. On fera le point. Cette intégration par les entreprises de préoccupations qui sont à la fois sociales et environnementales directement dans leurs activités commerciales. Et c'est là où ça a un impact énorme et dans leurs relations avec les parties prenantes. C'est important à avoir ces éléments en tête. Ce qu'on va aborder durant cette heure ensemble, c'est en effet comment la RSE transforme les entreprises. Les enjeux qu'elles adressent ne sont plus les mêmes. On va évoquer les défis à la fois environnementaux, les pressions réglementaires et les défis stratégiques. Et ça fait sortir complètement de la logique jusqu'à présent, qui était plutôt une logique de profit, une logique de croissance. Ça redistribue complètement les cartes et c'est ça qui transforme les entreprises. On abordera du coup la façon dont ça peut faire évoluer les modèles de gouvernance, toute l'organisation des entreprises et en effet quelques clés sur les facteurs clés de réussite de cette transition. Voilà, et je voyais une question de Frédéric, on reviendra hein, sur le sujet des entreprises à mission. Là, c'était pour le présenter dans le cadre de My Connecting, mais on reviendra dans cette présentation sur ce sujet. Et on voulait vous engager tout de suite dès le début pour apprendre aussi à mieux vous connaître et comprendre un peu vos attentes. Justement, vous pourrez nous exprimer dans le chat, mais aussi nous exprimer sous forme de sondage. Voilà, la question qu'on vous pose, c'est quelle est la principale raison pour laquelle vous assistez à ce webinaire sur RSE? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'engager votre entreprise dans cette démarche RSE? Est-ce que c'est d'accélérer les pratiques RSE qui sont peut-être pas encore assez présentes? Est-ce que c'est vraiment de découvrir les enjeux de la RSE parce que vous êtes plus novice? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons hein, qui peuvent être multiples et on vous laisse dans ces cas-là répondre. On va voir un petit peu les résultats s'afficher. L'idée, c'est d'avoir, pour nous, d'avoir une idée hein, de vos attentes, tout simplement, pour ce webinaire. Alors, on voit les premières réponses. On a pas mal de personnes qui ont d'autres raisons, donc n'hésitez pas à nous le dire dans le chat hein, si vous avez d'autres sujets. J'imagine que parfois on a des indépendants qui nous écoutent, qui veulent aussi se former sur les enjeux RSE, donc ça peut être ça. Voilà, globalement on est équilibré, hein, Ouais, c'est on a intéressant de voir. environ, ouais. On est à la fois sur de la découverte et de l'accélération, c'est super. C'est l'intérêt de la RSE, voilà, on peut s'initier, on peut monter en cours de route. Et est-ce que toi, ce que tu observes, Fanny, dans les entreprises, c'est au niveau justement du niveau de RSE, de compréhension RSE des personnes? Est-ce que tu sens que ça s'est accéléré quand même ces dernières années, qu'il y a de plus en plus de personnes qui au moins ont on va dire la base de compréhension des enjeux? Mmh. Ce qu'on observe, c'est qu'à l'échelle des grandes entreprises, évidemment, les enjeux RSE, c'est pas nouveau. Ça fait quelques années et notamment contraints par la loi. Ce qu'on découvre là, c'est que la découverte, du coup, l'accélération se fait à travers la capacité à engager, à mobiliser l'ensemble des équipes. Donc on est sur des niveaux de découverte et d'accélération, mais sur les équipes, sur les filiales, et cetera. À l'échelle des PME, il y a un vrai engouement, et là, on est en effet, plutôt sur des premiers pas, des feuilles de route, de la mise en place de stratégies RSE directement, très souvent en tout cas, ce que j'observe, directement avec les collaborateurs. Super. Bon, écoutez, sans plus attendre, on va démarrer. Alors déjà, une toute petite définition, revenir vraiment sur très rapidement ce que c'est, Fanny, la RSE. Oui, et là, on va donc aborder les enjeux, toutes les préoccupations sociales et environnementales des entreprises dans leurs activités commerciales et avec l'ensemble de leurs parties prenantes. Alors, il est vrai que tu précisais tout à l'heure, Simon, ce webinaire, on va surtout l'axer sur les aspects environnementaux qui est notamment en lien avec le cadre légal de la CSRD, qui est un petit peu le mot à la mode en ce moment, en lien avec les grandes mutations qui s'opèrent là, directement à l'échelle européenne. Alors allons-y, les défis, commençons par ça. Alors bon, voilà, c'est pas des bonnes nouvelles, hein. On démarre ce webinaire avec des constats et des constats sur les crises. On parle des 3 crises hein, en ce moment, les 3 crises que l'on traverse. La première directement liée au dérèglement climatique. Donc nos activités, une grande partie de nos activités sont émettrices de gaz à effet de serre qui contribuent à dérégler le climat. Et évidemment, quand on va l'adresser à l'échelle de l'entreprise, la question va être
de se poser quelle est la contribution de l'entreprise, de son activité à ces émissions de gaz à effet de serre, à ce dérèglement climatique. Mais l'enjeu, il n'est pas seulement là quand on parle RSE, hein, il faut systématiquement voir l'impact à double sens. Je suis déjà en train de vous introduire l'analyse de double matérialité, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, sur cet aspect de dérèglement climatique, eh bien, comment se passe votre activité en cas d'événements climatiques extrêmes? Si à un moment donné, il y a des inondations, on peut plus faire intervenir, enfin voilà, des routes sont coupées, on a un problème de stock, les marchandises peuvent pas arriver. Qu'est-ce que ça va engendrer en termes de perturbations dans vos activités? Hem, Si en fonction des zones d'habitation, on le voit déjà, il y a des assurances, qui, n'assurent plus en raison de la fréquence ou de l'intensité des événements, des catastrophes naturelles. Et donc tous ces enjeux-là, c'est évidemment des enjeux, humains, des enjeux au quotidien, à toutes les échelles, mais y compris à l'échelle de l'entreprise. La deuxième crise dont il est question, c'est celle de la biodiversité. Plus d'1 million d'espèces sont menacées. On assiste à une destruction de la biodiversité. Le dérèglement climatique est une des raisons de cette destruction, mais pas seulement. Hem, on assiste à des phénomènes de surexploitation des terres, surpêche, hem, d'artificialisation des sols, d'espèces invasives. Bref, on a pas mal d'éléments, de causes aujourd'hui qui mettent en péril cette biodiversité. Or, la biodiversité, bah, c'est pas seulement la nature qui nous entoure, c'est notre habitat. Et à l'échelle de l'entreprise, c'est important aussi. L'OCDE a présenté ce chiffre, 40 du PIB, donc 40 de notre croissance, du produit intérieur brut à l'échelle mondiale, dépend directement des services écosystémiques, donc de la biodiversité. Face à un écroulement de la biodiversité, qu'en est-il, de la pérennité, de nos activités? C'est ça l'enjeu qu'on adresse. Et puis enfin, la troisième crise environnementale qui est celle de la pénurie de ressources. On vit sur une planète, sur une seule planète, qui est finie, hein, qui a des limites et on a affaire à des ressources qui sont, soit en quantité limitée dans nos sols, principalement les ressources minières qu'on extrait pour les utiliser, et plus on extrait et plus, ces ressources diminuent et donc sont plus difficiles à trouver. On doit extraire davantage, ce qui émet davantage enfin, ce qui recourt à davantage d'énergie et donc émet davantage de gaz à effet de serre et puis on a des ressources, celles qui sont, certes renouvelables, mais qu'on consomme trop vite pour qu'elles aient le temps de se renouveler et c'est lié notamment, bah, justement à tout ce qui est, surpêche, par exemple. Ces pénuries de ressources, elles vont, du coup pareil interroger le modèle de l'entreprise. Comment faire si, dans le cas de la production, eh bien, on n'a plus accès à certains matériaux? Là, ça va loin, y compris, si on pense à l'agriculture, le phosphate par exemple, qui intervient dans l'engrais de l'agriculture conventionnée, bah, c'est une ressource, qui est limitée. Le jour où on n'a plus de phosphate, ça interroge notre modèle agricole, également. Hem Et puis du coup, bah, l'impact de l'entreprise, sur ses besoins en ressources. Donc c'est tous ces enjeux, hem, qui sont interrogés et qui sont, absolument pertinents pour la pérennité des entreprises. En fil rouge évidemment, la dimension pollution et là on va s'interroger aussi sur, bah, l'impact des activités des entreprises sur les différentes pollutions au niveau de l'air, de l'eau et du sol. Ouais, et ces trois grandes crises, elles créent pas mal de défis, justement pour les entreprises qui vont ensuite amener, du coup, une transformation aussi. Je te laisse, rebondir un peu sur les différents défis que ça crée. Exactement, alors, de façon enfin voilà, quelques exemples, hein, à l'échelle des entreprises, bah, il y a de véritables risques opérationnels, des risques financiers. Alors j'en ai évoqué quelques-uns, comment est-ce qu'on gère nos activités en cas d'événements climatiques extrêmes? Face aux pénuries de ressources, on peut assister à des fluctuations dans le prix des matières premières, donc ça va interroger, tout le modèle de l'entreprise. Sur les chaînes d'approvisionnement, que se passe-t-il s'il y a interruption sur les chaînes d'approvisionnement? Là, quelques exemples concrets, si on prend l'exemple d'Apple, par exemple, en 2020, qui a eu affaire à des difficultés liées à des usines, de composants qui fermaient en Chine parce qu'elles étaient inondées. Et donc ça a interrogé, et bien, le besoin aussi de diversification, comment une entreprise peut faire en sorte de diversifier, ses prestataires, ses sources de prestataires, pas tous au même endroit. Là, je vous parlais des inondations en Chine, mais dans les mêmes temps,
temps, on observait aussi, ça vous devez sans doute vous en souvenir, des sécheresses, notamment à Taïwan, à Singapour, qui ont complètement impacté le marché des puces électroniques et notamment des semi-conducteurs qui rentrent dans la fabrication des équipements électroniques, des véhicules. Il y avait de la sécheresse, donc problème d'approvisionnement en eau, stress hydrique. Comment on fait pour prioriser cette gestion de l'eau entre l'agriculture, les besoins des êtres humains qui vivent là et le besoin de faire fonctionner des entreprises qui derrière nourrissent l'ensemble des entreprises à l'échelle mondiale. Donc c'est toute cette ce questionnement qui est important d'avoir. Comment est-ce qu'on peut diversifier nos sources d'approvisionnement? Comment on peut renforcer la résilience de ces chaînes logistiques? Et puis vis-à-vis des parties prenantes, on l'abordera aussi, hein, il y a l'engagement vis-à-vis des employés, des clients, pour qui ces préoccupations environnementales et de biodiversité deviennent de plus en plus prégnantes. Comment on réagit face aux investisseurs et les exigences des investisseurs, notamment sur notre capacité notre résilience, la résilience de l'entreprise face aux catastrophes climatiques. Et puis, il en va aussi de l'enjeu de réputation et d'image de marque. Alors, on n'aura pas le temps ce matin d'aborder les éléments de greenwashing, mais c'est complètement lié aussi à la stratégie RSE et à la fois aux mesures qu'on met en place et à la capacité qu'on a à bien les communiquer à nos parties prenantes. Alors ces éléments-là, ce cadre de réflexion a amené à imaginer de nouveaux modèles de développement. Je rappelle la définition du développement durable. Le développement durable, c'est la capacité qu'on a à répondre à nos besoins du présent sans nuire aux besoins des générations futures. Or jusqu'à maintenant, on a plutôt assisté à un développement linéaire, croissant et pas nécessairement durable. Donc là, on a une théorie économique qui a fait son apparition à partir de 2009, donc imaginée par l'économiste anglo-saxonne Kate Raworth, qui a proposé la théorie du donut. Alors, cette théorie, je vais vous l'expliquer brièvement. Vous remarquez qu'elle a une forme de donut, d'où son nom. C'est assez sympathique et c'est l'idée d'un modèle enviable, en tout cas d'aller vers un développement économique qui soit à la fois durable au sens planétaire, au sens environnemental, mais également inclusif. Et donc ce développement, il inclut à l'extérieur ce qu'on appelle le plafond environnemental. Donc il reprend les 9 limites planétaires qui ont été définies. Alors vous voyez, je ne vais pas toutes les détailler, vous voyez que tout en haut, le changement climatique en fait partie, mais c'est pas la seule limite. Il y a l'eau douce, le changement d'occupation des sols, etc. Donc c'est envisagé comme un plafond, des limites à ne pas dépasser. Et puis au centre, un plancher social. Et donc l'enjeu là, c'est aussi de se dire que tout ce développement doit se faire en respect de l'humain. Et donc la capacité qu'on a à mettre en place un juste accès à l'eau, aux revenus, à l'éducation, partout dans le monde et à l'échelle planétaire. Et du coup, à l'échelle des entreprises. Et ce modèle, cette économie du donut, elle a été la source d'inspiration pour un nouveau cadre qui a fait son apparition en 2015. Donc les membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ont adopté un programme de développement durable en 2015 qui s'appelle les 17 objectifs de développement durable, alors qu'on retrouve souvent sous nom d'ODD. Et ces 17 objectifs de développement durable, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils fonctionnent comme une feuille de route à l'échelle mondiale, internationale, donc adoptée par les pays, complètement adaptable aux entreprises. Ça peut même aider une entreprise qui ne s'est pas encore lancée en RSE à fixer sa démarche, à fixer des priorités, parce qu'évidemment, on ne peut pas. Enfin, l'enjeu, ça va être de prioriser son action. Je ne vais pas tous les détailler. Retenez que sur ces 17 ODD, certains sont directement en lien avec le plafond environnemental qu'on évoquait avant, notamment l'objectif numéro 13, qui est la lutte contre le changement climatique. Le 14, le 15, c'est les éléments liés à la biodiversité marine, biodiversité terrestre. On retrouve aussi des éléments qui sont plutôt liés à la garantie d'un socle, d'un plancher social. Le numéro 1, engagement à pas de pauvreté. Le numéro 3, bonne santé, bien-être. Et puis certains sont plus transverses et sont des objectifs liés au partenariat, à l'économie, notamment le 17, œuvrer pour les partenariats, la mise en place de partenariats dans l'objectif de nourrir ces objectifs de développement durable. Ce qui est important aussi là à retenir, c'est que du coup, derrière chacun de ces ODD, la question que peut se poser l'entreprise, c'est à la fois, OK, moi, en termes d'activité, par rapport à ma vision, à ma mission,
à quels objectifs de développement durable je veux contribuer, comment est-ce que je peux contribuer, et à l'inverse, est-ce que en lien avec mon activité, je ne serais pas en train de nuire à la réalisation de certains objectifs de développement durable. Et ça, c'est un cadre de réflexion qui peut amener, nous amener à mettre en place des stratégies. Exemple, ODD numéro 6, qui est là vers la droite, qui part du principe qu'on a accès à de l'eau propre et assainissement. Eh bien, pour une entreprise, ce serait se poser la question, par exemple, si elle utilise des produits chimiques dans sa fabrication, voilà, comment est-ce que ces produits chimiques pourraient être préjudiciables aux ressources en eau s'ils sont éliminés? Comment est-ce qu'on peut agir là-dessus? À l'inverse également, l'entreprise qui utilise beaucoup d'eau pour son activité, peut s'interroger de: «OK, comment est-ce que mon activité peut durer dans le temps face à des pénuries d'eau et comment je peux adresser ces enjeux?» Voilà, donc c'est des exemples. Derrière chaque objectif de développement durable se cachent, du coup des idées, d'innovation et de réflexion, en tout cas pour les entreprises. Et donc ça, c'est un premier cadre international et après nous, bah, voilà, c'est celui qu'on voit à l'écran. C'est vrai qu'on connaît, on pense tout de suite en termes de cadre international à l'accord de Paris. Donc ça, c'est 2 cadres qui sont complémentaires finalement. Exactement, la même année, donc en 2015, les pays, donc 194 pays des Organisations Unies, quasiment l'ensemble des pays ratifiaient ce premier accord universel, là focalisé essentiellement sur le climat. Donc l'accord de Paris, où on adresse finalement l'ODD numéro 13 qu'on voyait juste avant, celui sur le changement climatique. Euh, L'objectif, alors vous le connaissez sans doute tous et toutes, c'est de ne pas dépasser un réchauffement de plus 1,5 maximum 2 degrés d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça implique quoi? Ça implique d'aller vers une neutralité carbone d'ici 2050. C'est-à-dire d'ici 2050, ne plus émettre davantage de gaz à effet de serre que ceux qui ne peuvent être absorbés par nos puits de carbone naturels que sont les océans et la biodiversité, nos forêts, nos végétations. Alors on voulait vous questionner là-dessus, sur les fameux donc le fameux accord de Paris, et donc vous poser cette question: est-ce que selon vous, voilà, les engagements liés à l'accord de Paris, adoptés lors de la COP 21, est-ce qu'ils sont inatteignables, déjà dépassés ou ambitieux mais atteignables? Voilà, là on aimerait un peu avoir votre son de cloche là-dessus, c'est toujours intéressant. C'est voilà, pour mesurer un peu votre état d'esprit aussi. Les questions peuvent paraître un peu provocantes, justement, en fonction de vos réponses. Ça va être intéressant de voir ce qui émerge. Voilà, on vous laisse répondre, hein, donc dans le sondage qui s'affiche. Donc on a déjà des premiers retours. On a des avis assez mitigés, hein. On pensait avoir assez peu de ambitieux mais atteignables, mais finalement on a une bonne partie des personnes qui ont aussi rejoint ce point-là. Est-ce que tu peux nous en redire un petit peu plus justement sur l'accord de Paris? Tout à fait. Alors pardon, j'étais en train de regarder, je vois que j'ai ignoré la réponse et du coup, j'ai pas les résultats. Je suis désolée, Simon. Je me disais: «Beh, mince, pourquoi il y a pas de réponse?» Tu peux me redonner les chiffres, du coup, Simon? Alors on a 45% inatteignables, 36% ambitieux mais atteignables et 18% déjà dépassés. OK. La réponse, c'est que c'est certes ambitieux, mais certes atteignable. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. En revanche, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il s'agit, là de se mettre en de complètement bouleverser, c'est pour ça qu'on parle de transition, nos modes de vie à l'échelle individuelle, mais aussi, nos modes de fonctionnement à l'échelle des entreprises. C'est extrêmement ambitieux comme accord, heu, mais c'est d'un point de vue purement scientifique atteignable. Alors en effet, au niveau du cadre réglementaire, et c'est extrêmement important hein, quand il s'agit de transition, qu'il y ait un cadre réglementaire commun. Donc cette feuille de route internationale, elle se traduit en France par une stratégie qui est la SNBC, l'acronyme, la stratégie nationale bas carbone. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette stratégie? Que l'enjeu, c'est de diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et diviser par 6 ces mêmes émissions d'ici 2050. Et en parallèle, de diviser par 2 notre consommation d'énergie. C'est ambitieux. Ça se traduit, plus concrètement par toute une série de lois, heu, votées, en particulier ces dernières années, dont la mise en application, se fait progressivement. Donc les lois que vous les dates, hein, que vous avez là d'ailleurs sont liées, à la date de promulgation, mais voilà, les dates sont pas exactement les mêmes. On prend l'exemple de la loi Egalim
une grande partie de sa mise en application se fait progressivement là depuis 2023. Je ne vais pas toutes les détailler. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la transition sociale et écologique est inscrite dans la loi. Elle est en route, elle fixe un cadre. Dans les lois les plus récentes, qui sont à la fois en effet des pressions faites aux entreprises, mais aussi des opportunités pour les entreprises de contribuer à un bien-être des collaborateurs, notamment une image de marque, une marque employeur importante. On va retrouver la loi LOM, la loi sur l'orientation des mobilités. Elle vise à accroître le développement des mobilités durables et elle met en place tout un tas de systèmes qui permet d'inciter notamment les collaborateurs à se déplacer avec des mobilités douces, avec des systèmes d'incitation financière qui accompagnent les entreprises dans ce sens. La loi Elan, elle est liée au décret tertiaire et la réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. Ça concerne plus de 60% des bâtiments, ça concerne énormément d'entreprises. Egalim sur l'état généraux de l'alimentation. Cette loi impose notamment 20% de produits bio dans les cantines, 50% de produits de qualité, donc labellisés, un jour sans viande. AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi qui fait notamment qu'on ne peut plus avoir d'emballage jetable lorsqu'on consomme dans un restaurant sur place, par exemple. C'est une loi aussi qui a mis pas mal d'éléments en place autour de la lutte contre l'obsolescence programmée, renforcée par la loi REN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Toutes ces lois, il y en a sans doute d'autres aussi. L'idée, c'est que vous puissiez aussi vous en emparer dans une démarche RSE et de voir en quoi vous avez un objectif, un enjeu de mise en conformité, certes, mais aussi comment elles peuvent vous aider à accélérer votre démarche. Je termine volontairement par la loi Pacte, on en reparlera tout à l'heure aussi. C'est la loi qui a mis en place, donc Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Elle est structurante pour l'organisation des entreprises et c'est notamment cette loi qui a permis la mise en place d'un nouveau statut, celui de la qualité de société à mission et la raison d'être, comme la démarche de My Connecting. La loi Grenelle 2, c'est celle qui a permis la mise en place des rapports RSE, l'obligation pour certaines entreprises, grandes entreprises, de créer des rapports RSE et des bilans carbone depuis 2019. Et elle se complète et elle s'accélère même avec la mise en place de la CSRD. Alors d'ailleurs, on n'a pas pris ce petit sondage, mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat, voilà, si c'est un acronyme dont vous êtes déjà familière ou pas. C'est une mesure à l'échelle européenne et qui va du coup concerner dès à présent plus de 6 000 entreprises en France, à l'échelle européenne plus de 50 000 entreprises, ce qui veut dire aussi toutes les parties prenantes de ces dites entreprises et notamment leurs fournisseurs. Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est le signification de l'acronyme, retenez qu'elle met en place, qu'elle a pour objectif de standardiser les rapports RSE, les rapports de durabilité des entreprises. Je vous ai mis dans le petit encadré qui est concerné au fur et à mesure et d'ici 2028, énormément d'entreprises vont donc être concernées. Pourquoi c'est important cette CSRD, elle a notamment 2 éléments très marquants. Elle met en place une nouvelle forme de reporting qu'on appelle la comptabilité extra-financière. Le mot précis, c'est l'analyse de double matérialité. Elle fait écho à ce que je vous ai illustré quand on parlait des défis environnementaux au début, c'est-à-dire qu'on va amener les entreprises à réfléchir à la fois dans un objectif de matérialité financière, c'est-à-dire qu'elles impactent le changement climatique, les ressources, la biodiversité, quels vont être les impacts, les risques, éventuellement les opportunités vis-à-vis de l'entreprise. Et dans l'autre sens, donc, quel est l'impact, la pression que fait porter l'entreprise sur ces enjeux environnementaux, biodiversité, climat et ressources. Ça, c'est nouveau et c'est clé dans l'organisation de l'entreprise. Autre impact, c'est donc le bilan carbone et on en reparlera après avec l'extension au scope 3. On évoquait les défis tout à l'heure, donc défis environnementaux, défis réglementaires, pression réglementaire,
également opportunité. Il y a aussi des défis un niveau plus stratégique. Il y a une vraie attente. On a ici des chiffres sur les Français, évidemment, l'attente, elle est internationale. Hein. Une vraie attente de la part des Français vis-à-vis des entreprises. On voit notamment que, en tant que travailleurs, ils sont 77% à prêter attention aux engagements des entreprises. Et si on ramène ce chiffre plutôt dans une posture de consommateur, on arrive même à 80%. Toutefois, dans le même temps, il y a énormément de méfiance, en tout cas de défiance aussi. Ils sont plus d'un tiers à penser que c'est plutôt une stratégie marketing et 42% pensent que c'est peut-être des engagements uniquement superficiels. Il y a une attente et il y a un enjeu. Tu voulais réagir, Simon? Non, non, du tout, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des pourcentages et d'avoir un peu des idées de ce que disent les études et de ce que pensent les gens. Je crois que tu avais aussi justement un chiffre, alors, je sais pas si tu avais fini sur cette slide, mais après que tu nous partageais ça, c'était que 80% des Européens aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place. Ça peut être un peu, j'allais dire, en contradiction avec ce qu'on voit, parce qu'on est finalement dans une société qui continue de consommer de plus en plus, mais finalement, il y a un souhait, en tout cas en filigrane ou en tout cas en profondeur, un souhait de moins consommer. Après, qui est peut-être pas encore beaucoup, qui rejaillit encore très peu, finalement, sur les modes de consommation. Exactement, ça c'est des données de l'ADEME en plus, mais en effet, il y a en tout cas une compréhension que dans ces défis environnementaux, dans toute cette équation, le problème c'est la surconsommation et qu'il va falloir adresser ces enjeux. Et à l'échelle d'une entreprise dont l'objectif est de développer ses ventes, bah, évidemment ça peut sembler assez contre-productif, d'où l'enjeu justement de pouvoir l'anticiper et innover autour de ces nouveaux modèles qui ne seront plus basés et en tout cas je l'espère parce que ce sera une façon de répondre à ces défis, plus basée sur l'accroissement permanent de la consommation et la surconsommation. Ouais. En conclusion, hein, l'enjeu au niveau stratégique pour l'entreprise, bah, ça va être évidemment de renforcer son image de marque auprès de ses clients, son attractivité hein, auprès de ses salariés. On va parler de la marque employeur, redonner du sens à l'entreprise. On a pu assister ces dernières années avec de la perte de sens au travail et l'impact que ça peut avoir aussi sur la productivité, la difficulté à recruter. Il y a les enjeux légaux, on en a parlé. Il y a aussi un enjeu autour de la finance. Hein, limiter le gaspillage, c'est aussi très souvent des vrais leviers d'économie et c'est intéressant aussi à l'échelle de l'entreprise. Il y a un enjeu davantage concurrentiel autour d'innovation notamment. Bref, c'est assez structurel à tous les niveaux pour la stratégie de l'entreprise. En conclusion, on constate des défis environnementaux, des défis réglementaires, pression-opportunité, des défis stratégiques qui sont tous à adresser sur un même enjeu qui questionne aujourd'hui la durabilité de notre monde, mais aussi du coup celui des entreprises et de leur pérennité. Et ça implique des changements à deux niveaux, des changements opérationnels sur la façon dont on exerce l'activité de l'entreprise. Donc voilà, est-ce qu'on met en place des nouvelles sources d'énergie renouvelables, comment on réduit les déplacements sur l'aspect social, rappelez-vous du donut tout à l'heure, comment est-ce qu'on met des pratiques de recrutement plus inclusives, par exemple, comment on va agir pour une rémunération plus équitable entre les employés. Donc là, ces changements opérationnels, c'est sur la manière dont on exerce nos activités. Et puis en parallèle, et les deux sont complètement liés, des enjeux d'innovation, hein, pas seulement sur les produits, hein, mais aussi sur les services. Innovation, donc liée à ce que l'on va vendre et à qui on va le vendre. Et donc là, ça peut être lié typiquement à des matériaux qu'on va utiliser de façon plus durable, à concevoir des alternatives sur des services plus inclusifs, par exemple, concevoir une ligne de vêtements spécifiquement adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap. Voilà. En tout cas, un modèle d'entreprise durable va venir adresser à la fois ces changements opérationnels et cette réflexion en termes d'innovation sur les produits et sur les services. On est bon dans le timing, Simon. Nous sommes parfaitement bons dans le timing. On va pouvoir passer justement à la partie à des impacts. On a commencé un petit peu à en parler, mais aussi de l'opportunité que ça crée pour les entreprises.
Exactement. Alors à plusieurs niveaux. Je vais vous en lister quelques-uns et c'est pas exhaustif, mais on est limité, par le temps. Vous l'avez compris, la RSE, en son cœur, c'est la transition vers une économie bas carbone, comment on va décarboner nos activités, et donc décarboner, les processus de fabrication, de commercialisation, en respect des régulations et des normes environnementales. Ce qui est important, à prendre en compte, et là, c'est une proposition de l'association Négawatt qui nous parle des 3 piliers de la décarbonation. C'est que c'est important d'agir à plusieurs niveaux, avec plusieurs leviers. Sobriété, efficacité, renouvelable. Je vais vous donner un exemple. Une mesure d'efficacité à l'échelle de l'entreprise pourrait être, par exemple, de se dire, on va mieux isoler nos bâtiments. Donc, on va réisoler complètement les fenêtres, etc. Et comme ça, ce sera plus efficace. Si c'est pas lié à une mesure de sobriété, qui consisterait à se dire, dans le même temps, on va réduire de 1 degré, par exemple, la façon dont on va se chauffer. Si c'est pas lié à des mesures de sobriété, on peut constater des effets rebonds parce que c'est mieux isolé, on va du coup chauffer plus parce qu'on dépense moins. Euh, ça c'est applicable dans tous les domaines. C'est applicable aussi dans le numérique, cette approche. Le passage à la 4G, par exemple, c'était beaucoup plus efficace que la 3G en termes de dépenses d'énergie. Enfin, voilà, c'est beaucoup moins impactant. Seulement, on a démultiplié nos usages parce que c'était plus efficace. On n'a pas du tout été dans une démarche de sobriété. Et aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique augmente, continue à augmenter d'année après année. Efficacité, sobriété, qu'il faut impérativement coupler avec une approche de substitution, notamment par le renouvelable. Donc par exemple, j'isole, je chauffe moins, je reviens à l'échelle du bâtiment et je fais évoluer mes sources d'énergie. Donc je passe sur un contrat d'électricité verte, par exemple. En tout cas, je vais vers quelque chose, voilà, vers une autre forme d'énergie qui va se substituer. Et c'est ce triptyque-là, c'est ces 3 leviers qu'il convient d'avoir systématiquement en tête quand on met en place des mesures de décarbonation pour éviter les effets rebonds. Je ne vais pas le détailler précisément. Bas carbone, vous avez ici les enjeux du bilan carbone, évidemment. Ce qui est important à retenir avec la mise en place de la CSRD, c'est que jusqu'à présent, l'obligation portait sur le scope 1 et 2, concrètement les activités qui sont au cœur de l'entreprise. La CSRD met en place l'obligation de comptabiliser aussi les émissions carbone liées au scope 3, c'est-à-dire tout ce qui va en amont, y compris l'extraction de matières premières, le sable par exemple qui va servir à fabriquer le verre utilisant dans votre activité, par exemple, si vous êtes dans l'optique, et le scope 3, tout ce qui va après la production, donc jusqu'au consommateur final et qui inclut notamment toute la gestion de fin de vie et du déchet d'activité. Donc ça, c'est important aussi parce que ça fait re-questionner complètement le modèle de l'entreprise vers des modèles aussi davantage d'éco-conception, notamment, terme qu'on ne développera pas ce matin. Les entreprises à mission, Les entreprises à dont on nous mission. questionnait Et en début de webinaire, effectivement. exactement, une proposition dans le cadre de cette RSE à travers la loi PACTE, c'est de faire évoluer nos modèles d'affaires et pour avoir un modèle d'affaires plus durable, c'est d'adopter le statut d'entreprise à mission. Alors tu vas pouvoir d'ailleurs peut-être nous témoigner un peu de comment ça s'est passé chez vous, Simon, mais ce qui est intéressant toutefois, c'est que dans l'infographie que je vous ai mis là, elle date de fin 2022, donc elle est un petit peu ancienne, pas tant que ça dans l'absolu. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque, il y avait 726 entreprises à mission, que ça avait fait une grosse progression. Sachez qu'aujourd'hui, on est à plus de 1500 entreprises à mission. Alors, je sais pas si je vais vous donner un exemple, voilà, dans les grandes marques que vous connaissez, Decathlon, par exemple, a adopté ce statut, cette qualité, d'entreprise à mission, et donc Decathlon, n'est plus simplement un magasin qui vend des articles de sport, hein, ce qui était probablement, comme ça que la vision a été mise en place lors de sa création. Decathlon a pour mission de rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessibles au plus grand nombre. Et ça, c'est pas juste un claim de marque, enfin voilà, un enjeu, de communication. Ça se traduit derrière par des objectifs extrêmement précis, mesurables, vérifiables et qui d'ailleurs, doivent être, justifiés, hein, année après année. Heu, pour filer l'exemple de Decathlon, bien par exemple, c'est le service de seconde main, c'est la possibilité de louer, certains équipements plutôt que de les acheter, par exemple. Ouais, tout à fait. Simon, si Et, tu veux. et bah non, mais après, c'est vrai que dans les statuts d'entreprise, enfin, les premières entreprises à mission, donc comme tu sais qu'il y en a un peu plus de 1500 aujourd'hui, euh, ceux qui se sont très vite emparés en fait de ce sujet, c'est ceux qui avaient déjà des démarches qui étaient responsables
en tout cas qui tendaient vers ça. Et effectivement, par exemple, pour Decathlon, il y a aussi toute une partie sur la partie qualité. Donc, ils ont aussi des indicateurs sur les dimensions qualité du produit pour avoir une durabilité justement du produit, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils étaient déjà dans une démarche de durabilité. Mais c'est juste que maintenant, ils se sont renforcés aussi sur ces points-là avec des contrôles encore plus réguliers, etc., pour rentrer dans ce scope d'entreprise à mission. Et nous, c'est de la même manière, par exemple, sur My Connecting, nous, il y a toute une partie sur la qualité aussi des formations, si on veut changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Et la qualité de la formation, c'est aussi comment on va évaluer l'impact. Tu vois, par exemple, non seulement l'impact à chaud, mais aussi l'impact à froid, c'est-à-dire à 3 mois, à 6 mois. Qu'est-ce qui se passe après que la personne ait fini la formation chez nous? Et ça, c'est déjà des démarches qu'on avait en fait commencé il y a quelques années avant l'apparition de ce statut d'entreprise à mission, mais qui nous ont permis aussi de déjà le valoriser parce que c'est aussi de mettre en exergue ce qu'on faisait déjà et puis surtout de nous donner un process encore plus clair à suivre sur ce qu'on doit respecter. Parce que comme on l'évoquait, c'est audité, c'est suivi, et donc c'est très encadré. Et ça donne aussi une structure qui est super intéressante à vivre en fait de l'intérieur sur quoi on doit s'engager et comment suivre ces éléments-là. Comme la démarche, pour ceux qui connaissent un peu le métier de la formation, comme la démarche Calliope a apporté beaucoup de structuration à des entreprises, à des organisations. Exactement. Alors l'entreprise à mission, c'est pas, on l'a compris, hein, c'est pas une promesse commerciale, c'est un vrai process. C'est un process qui du coup, peut mettre, un certain temps aussi à se mettre en place. En général, on évoque c'est souvent de 12 à 18 mois, hein, pour passer entreprise à mission, pour, créer tout ce process et ce socle de nouvelles structurations. Ce n'est pas obligatoire pour se lancer dans une démarche RSE. On peut tout à fait dans une démarche RSE, en tout cas l'initier, sans être immédiatement entreprise à mission. Hem, voilà, mais ça pose le cadre. Et alors, juste avant de passer à la suite, je Oui. réponds à Frédéric qui nous demande, voilà, vis-à-vis des salariés de l'entreprise et des parties prenantes, quel est l'impact du fait d'être entreprise à mission? En fait, il n'y a pas un impact direct bon, bah, vous entrez dans une entreprise à mission et donc c'est différent pour tel et tel point. Mais par contre, il y a un impact qui est indirect parce que forcément, il y a des actions. Alors ça dépend. Euh, chaque entreprise finalement s'est engagée sur un certain nombre d'actions. Donc, ce ne sera pas les mêmes partout. Mais il peut y avoir des impacts sur la qualité de vie. Et donc, par exemple, d'avoir une politique de qualité de vie au travail qui peut exister sans être entreprise à mission, mais qui doit exister si on est entreprise à mission. Et là, vous retrouvez, selon l'entreprise, en tout cas, il peut y avoir un certain nombre de choses qui sont mises en place, comme pour des labels comme Great Place to Work, At Work, ou d'autres labels qui existaient aussi sur la qualité de vie au travail. Exactement, puis du coup ça contribue au sens, puisque là, travailler dans une entreprise qui est entreprise à mission, c'est autre chose que, d'exécuter, voilà, ces tâches quelles qu'elles soient. On est au service de quelque chose, qui fait sens et qui nourrit, hein, d'ailleurs, les objectifs de développement durable dont on parlait, précédemment. Je continue sur les modèles d'affaires. Alors, il y a aussi ce modèle d'affaires qui vise à travailler selon un modèle de l'économie circulaire, par opposition à l'économie linéaire, hein. L'économie linéaire, j'extrais, je fabrique, j'utilise, je consomme, je jette, très concrètement, et c'est aujourd'hui encore 80 de notre économie qui fonctionne selon ce modèle. Sauf que ce n'est pas durable, on l'a vu, précédemment. L'économie circulaire, vous avez ici, un schéma qui représente ce que c'est. Ce que ça vient interroger, c'est l'idée que, lorsqu'on est en phase d'utilisation, on va faire en sorte de maximiser, cette phase le plus longtemps possible. Ça peut passer par du coup un modèle de partage, de réparation, de réemploi, de remise à neuf. On voit que systématiquement, voilà, plus on s'éloigne et plus on monte un cran plus haut. L'enjeu in fine étant d'éviter, que ces matériaux deviennent déchets et étant d'éviter d'avoir recours à de nouvelles matières premières. Et ce qui est à privilégier ici, c'est vraiment le cœur, là, le partage, la réparation, le recyclage n'étant que le dernier maillon de la chaîne, si on peut dire. Et ça, c'est vraiment important. Et à nouveau, c'est un vrai changement de paradigme. Quand les entreprises ont commencé à agir de façon plus responsable, c'est bien souvent par le maillon extérieur, celui du recyclage, que les premières mesures ont été mises en place. L'économie circulaire, c'est un changement complet de modèle qui passe par l'éco-conception et qui vise à interroger l'utilisation. Là, je vais vous donner un exemple d'une autre
d'ailleurs d'une autre entreprise qui est entreprise à mission, qui est Michelin. Alors Michelin, d'ailleurs, c'est ça que je cherchais, leur, leur raison d'être, c'est contribuer de manière durable à la mobilité des personnes et des biens. Et Michelin, par exemple, a mis en place une nouvelle façon de vendre ses pneus. Michelin ne vend plus des pneus aux transporteurs, mais vend des kilomètres, dans l'idée qu'un pneu ne coûte que si le camion roule. Et ça change tout, parce qu'évidemment, l'enjeu là, ça ne va plus être de vendre un maximum de pneus, mais de faire en sorte que le service soit là et que le pneu dure le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Ça change complètement le modèle d'organisation. La gouvernance, donc la gouvernance change complètement, est complètement impactée par la RSE. On va parler de gouvernance participative, donc d'entreprises qui vont intégrer des mécanismes de décision participative. On va non plus être sur quelque chose de très descendant, mais de beaucoup plus transversal et de remontant. Donc les employés vont être impliqués, mais pas seulement. Les clients, les parties prenantes vont être impliquées dans les processus décisionnels. Donc ça peut être fait via la mise en place de conseils consultatifs, par exemple, ou conseils stratégiques RSE. Et l'enjeu aussi, c'est d'être sur un fonctionnement beaucoup plus diversifié, donc avec des membres dans les conseils d'administration, par exemple, qui viennent d'horizons culturels, d'horizons professionnels et sociaux plus différents pour s'enrichir de toutes ces perspectives. Donc ça change complètement le modèle de pensée. Rapidement, parce qu'on pourrait faire aussi tout un long moment là-dessus, la RSE, c'est directement connecté aussi avec la transformation digitale, Tu bien nous que ça parlais au début, et oui, dont bien je disais dont tu nous parlais et dont tu viens en plus. et dont je viens en plus. Alors attention avec, aussi la conscience que l'impact du numérique n'est pas rien. On parle souvent de dématérialisation, en réalité, c'est de la matérialité déplacée. Le numérique a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est toujours aussi de rester dans la sobriété. Toutefois là, avec les nouvelles possibilités qu'on a autour de l'intelligence artificielle et de la data, c'est de vrais enjeux aussi pour optimiser de façon décilotée, du coup à tous les niveaux de l'entreprise, les processus de production, l'efficacité énergétique et contribuer à réduire l'empreinte carbone. Le digital, c'est aussi la possibilité d'implanter justement d'implémenter des plateformes digitales pour suivre le reporting RSE et les indicateurs de performance RSE. Donc c'est un vrai levier et voilà, l'enjeu là, c'est de se dire que la transformation digitale vient se calquer autour de la transformation RSE et contribue à changer les organisations. Dernier point, impact sur la culture, l'engagement des employés. Bah, ça fait écho aussi à ce qu'on vient d'évoquer là, Simon, quand on parlait voilà, de l'entreprise à mission suite à la question qui a été posée. Mais là, l'enjeu, ça va être de dire comment est-ce qu'on engage, comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche. Ça passe par de la formation, de la culturation, ça passe par le bien-être au travail et comment on peut promouvoir ce bien-être au travail en portant des initiatives, en testant de nouvelles choses. Voilà, le télétravail en a fait partie et l'enjeu là, on a beaucoup parlé d'innovation depuis le début, mais c'est pas de l'innovation seulement sur les processus de fabrication, mais aussi, de l'innovation, sociale et donc de la coopération. Alors justement, je regarde le timing. On est à peu près bon, Simon? On est parfait niveau timing. D'ailleurs, j'incite tout le monde à pouvoir aussi commencer à poser des questions. Il nous reste environ 10 minutes, hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On reprendra un temps, hein, mais ça va nous permettre aussi, nous, d'ajuster, de prendre un peu plus ou un petit peu moins de temps sur les derniers éléments. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Fanny, à moi, et on les prendra au fur et à mesure. Alors en conclusion, la RSE, on l'a vu, transforme déjà et continue à transformer radicalement les entreprises. Quels sont les facteurs clés de succès? Alors, vous voyez, sur la partie gauche ici, représenté sous picto, voilà, on l'a vu, on doit adresser à la fois des défis environnementaux, des défis réglementaires, des défis stratégiques, heu, revoir son modèle, de fonctionnement, revoir son organisation autour d'une économie circulaire et mettre fin à l'économie linéaire. Être en capacité de mesurer sa double matérialité, donc l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement et l'impact que l'environnement, en tout cas les crises environnementales peuvent avoir sur notre productivité, notre fonctionnement. On l'a vu aussi dans les enjeux RSE, on va adresser la décarbonation, différents leviers à envisager et tout ça, vous l'avez compris aussi,
au même moment. Ces objectifs de développement durable, même si on peut pas adresser les 17 d'un seul coup, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on va pas pouvoir se dire: «OK, on va juste parler du carbone et puis on verra plus tard pour la biodiversité». C'est pas possible, il y a urgence, hein, on parle d'urgence climatique et donc face à ces éléments qui s'additionnent et qui font une grosse pile, c'est extrêmement important, de mettre en place une démarche qui soit transversale, qui soit structurée et qui implique l'ensemble, des parties prenantes, donc des collaborateurs et de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et ça passe par plusieurs piliers. Il y a tout un pilier d'acculturation, comment on va développer les connaissances, la compréhension de nos employés. Ça passe par du diagnostic. On peut le faire à travers les ODD, où il y a d'autres outils. On n'a pas parlé ce matin des labels, etc., mais il y a énormément d'outils qui sont à votre disposition autour de la RSE pour monter sa feuille de route, pour mettre en place des indicateurs de performance, de suivi de performance, pour piloter. Ça nécessite aussi d'avoir une approche sur la dimension sociale qui soit une approche plus globale où on va être amené à former les collaborateurs, collaboratrices, pas seulement à leurs compétences métiers pures, mais à des compétences transversales, exactement comme on l'a fait sur la transformation digitale là aussi, qui n'est plus réservée à seulement aux personnes qui travaillent dans l'informatique. Il va y avoir des enjeux du coup de choix d'outils. On n'a pas parlé là, mais il y a aussi des enjeux d'analyse de cycle de vie, par exemple. Et puis, la RSE, c'est pas quelque chose de one shot qu'on implémente et c'est fini. La RSE, ça vit dans le temps, dans une approche test and learn d'ailleurs, et ça s'anime dans le temps vis-à-vis de l'ensemble de ses collaborateurs. Et pour réussir tout ça, il y a deux facteurs clés, la coopération intra-entreprise et donc la circulation d'informations entre tous les collaborateurs, entre les départements, hein, désiloter l'organisation, et puis aussi la coopération à l'extérieur avec des entreprises partenaires, avec les pouvoirs publics, avec les ONG, avec les fournisseurs. Et puis en termes de mindset d'entreprise, on assiste à un changement de paradigme. Ce que je veux dire par là, c'est que la RSE, c'est pas juste quelques mesures qu'on va prendre pour se mettre en conformité. C'est pas juste des ajustements. On parle beaucoup des éco-gestes. C'est important les éco-gestes, éteindre les lumières, chauffer un peu moins. C'est important parce que ça nous met dans une démarche, mais c'est pas suffisant. Je vous le disais au début, ces objectifs, les accords de Paris, ils sont atteignables, mais ils sont atteignables à condition de faire un grand coup de volant et d'y aller très fortement. L'enjeu de la transition à l'échelle humaine, mais du coup là, à l'échelle des entreprises, il est donc absolument vital. C'est possible, mais à des conditions précises. Ça nécessite un changement fort et puis ça se joue au niveau systémique. Et systémique, ça veut dire on décarbone, c'est OK pour le climat, tout en faisant, en portant des efforts sur la biodiversité, les ressources et le respect de l'humain, inclusion notamment, équité. Et puis, tout ça, c'est en fait des enjeux qui sont absolument importants pour la durabilité et la pérennité des entreprises. Super, merci Fanny de terminer là-dessus, parce que je pense que c'est un petit peu le mot de la fin. Avant de passer aux questions, je vois qu'il y en a une, je vois qu'il y en a peut-être une deuxième aussi de Samira qui est en train de taper. Je voulais juste moi revenir un peu sur nos prochains rendez-vous pour vous donner un petit peu de visibilité sur notre agenda aussi. Le 20 juin, on a un webinaire sur l'IA au cœur de la révolution marketing entre opportunités et stratégie. Donc voilà, on aura l'occasion notamment d'avoir Nicolas Guyon qui sera en animateur et qui va pouvoir parler en profondeur de ce que ça transforme. Vous le savez, ça change tous les mois, pour ne pas dire toutes les semaines, des sujets d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un train à prendre et à suivre dans le temps. Parce qu'on parlait, Fanny, tu parlais de veille, mais alors là, c'est vrai que la veille de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui demande d'être régulier. Et aussi, sachez que ce soit ce webinaire ou tous les autres webinaires qu'on fait depuis des années, ils sont disponibles sur notre page YouTube My Connecting. Vous pouvez les retrouver. De toute façon, ce webinaire, vous le recevrez avec le support d'ici à demain ou à jeudi, je crois. Voilà. Mais donc, vous avez tous les éléments maintenant. Je vous propose de passer sur le temps de questions-réponses. On a une première question et puis ensuite, on va voir s'il y en a d'autres également. On a Frédéric qui nous demande quel, quel est l'investissement financier nécessaire pour devenir entreprise à mission pour une micro-entreprise ou est-ce gratuit? Alors moi, j'ai des éléments de réponse. Je sais pas si tu en as, Fanny. Si oui, Mmh je te mh. laisse répondre. Alors, il y a oui, c'est pas gratuit. Il y a des investissements, ne serait-ce aussi que liés au coût d'accompagnement, hein. C'est rarement, c'est quelque chose pour lequel on a besoin d'être accompagné,
par un cabinet, qui va nous aider à faire émerger, tous ces éléments, à monter la feuille de route. Simon, ça peut être intéressant en effet que tu partages les choses, de l'intérieur. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, ça peut être un cabinet, ça peut être aussi des indépendants, hein, pour Oui, réduire oui. les coûts. Mmh. Mais c'est vrai que souvent, on a besoin de se faire accompagner. C'est un petit peu le même système, Frédéric, que Calliope. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, vous pouvez même tout faire tout seul pour la construction de votre feuille de route. Mais par contre, il va falloir un minima, qu'il y ait un investissement sur le suivi d'audit. Parce qu'en fait, il y a des audits, donc il faut payer les auditeurs. Et donc, ce sera un minima cet investissement qui sera existant. Il faut regarder ça, je ne sais pas si pour une micro-entreprise, c'est faisable. Je ne sais pas s'il faut être en société ou s'il faut être en micro-entreprise. Voilà, mais en tout cas, vous devriez pouvoir retrouver plusieurs informations. Donc, j'ai pas le montant de l'investissement, mais ça, je vous laisse chercher. Alors ça passe aussi par la création d'un comité, dédié. Donc c'est évidemment ce comité, Ouais. c'est pas seulement des membres de l'entreprise, mais aussi des membres extérieurs. Toutefois, se pose la question de quand on est seul de son entreprise, voilà, est-ce que ça fait réellement sens de le faire en entreprise en mission? Et Hem, vous nous dites qu'il y a environ oui, 50%, 53% de 53. micro-entreprises. Ouais. Et ben alors, vous avez raison. Et là, on est sur, du coup, des entreprises qui, on l'a vu, hein, d'ailleurs, je vous disais que c'était à peu près la moitié qui, des entreprises à mission qui étaient créées avant 2020 et le reste, enfin, globalement, on peut devenir entreprise à mission, on peut tout simplement intégrer cette notion-là au moment de sa création. Et dans le cadre des toutes petites entreprises, c'est bien souvent, comme ça que ça s'est opéré. C'est au moment de la création de l'entreprise. Et alors, on a Samira qui nous demande comment convaincre des TPME à commencer, pardon, à réfléchir sur la mise en place d'une démarche RSE. Existe-t-il une contrainte réglementaire pour les petites structures? Mmh. Alors, sur les petites structures, en tant que telles, il n'y a pas de contraintes réglementaires directes, hein. On l'a vu même avec l'évolution de la CSRD. Donc là, sont maintenant concernées les entreprises de plus de 250 personnes et à partir de l'année prochaine, les entreprises, cotées en bourse, y compris du coup, les petites entreprises, à partir de 10 salariés cotées en bourse. Si vous n'êtes pas une entreprise cotée en bourse, d'un point de vue purement réglementaire, en tout cas directement, aujourd'hui en tout cas, c'est pas impacté. Aujourd'hui, parce qu'on le voit, la CSRD, elle évolue, dans le temps. En revanche, en tant que petite entreprise, vous êtes probablement fournisseur, prestataire d'entreprises qui, elles, sont soumises à la CSRD. C'est là où le scope 3 est important. Heu, En tant que petite structure, vous serez sans doute amené à participer à des appels d'offres qui auront des clauses RSE et c'est plutôt sous cet angle-là, que la contrainte se fait, si on peut dire. Et puis ensuite, Bien sûr. pour parler plus positivement, voilà, comment convaincre, ce type d'entreprise à réfléchir à la mise en place d'une démarche RSE? Ça va être plutôt aussi par le sens, enfin, ce qu'on évoquait, c'est à quoi je contribue? Est-ce que j'ai envie de m'inscrire dans du développement durable? C'est important, parce que ça fait sens, c'est important, pour la marque employeur, c'est important pour l'image de marque de l'entreprise vis-à-vis de ses consommateurs. Donc il y a aussi, ces enjeux-là. Ouais, bien sûr. Non, non, et je pense que ce que tu dis, effectivement, alors sur la dimension sens, c'est le point d'accroche le plus important. Si ça ne suffit pas, je pense que la dimension, effectivement, commerciale, tu parlais des réponses aux appels d'offres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, pour répondre à beaucoup d'appels d'offres, 100% des appels d'offres, aujourd'hui, on nous demande quelle est notre démarche RSE. Après, il y a un pourcentage plus ou moins important qui est alloué à cette dimension-là. Mais ça me fait aussi penser, vous voyez, en termes d'impact, je crois que c'était en début d'année 2023, on a des plus gros ETF, donc de panier d'actions qui était chez Amundi. Donc il y avait plus de 1500 entreprises, hein, je crois, qui étaient dans ce panier d'actions. Amundi a opéré un changement. C'est plus devenu un simple ETF classique, c'est devenu un ETF ESG. Donc ESG, c'est la version anglaise de RSE. Et ils ont donc en fait enlevé, je crois, un tiers à peu près des entreprises qui étaient au sein de cet ETF, donc de ce panier d'actions. Ils ont pour ne garder que celles qui respectaient leurs engagements et qui avaient justement une politique RSE. Donc vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus, d'un point de vue financier et commercial, de plus en plus d'entreprises, de partenaires, que ce soit des appels d'offres ou autres, qui exigent finalement cette réflexion, à minima, cette réflexion RSE, pour se dire, bah, aujourd'hui, je suis dans un monde qui évolue, et donc qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je prends comme action, et comment je me transforme aussi.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'en vois plus. Il nous reste 2 minutes, donc on vous laisse encore quelques instants pour nous poser une question si vous en avez, ou si en tout cas ceux qui en ont posé ont envie de rebondir aussi sur ce qui a été dit. Mmh. J'en profite du coup, parce que tu parlais d'ESG, en effet, j'ai pas, il y a beaucoup d'acronymes, hein, dans la RSE. ESG pour environnemental, social et gouvernance, hein, c'est 3 piliers, qui permettent aussi de structurer une démarche RSE, hein. Comment on va agir, sur des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça reprend aussi, tout ce qu'on a évoqué là. Évidemment, l'ensemble étant, derrière, complètement lié. Et c'est issu des critères, notamment de la norme ISO 26000, qui permettent d'initier aussi, ou de valider une démarche RSE. Voilà, et pareil, d'ailleurs, la norme ISO 26000 qui est aussi accessible à tous pour toutes les entreprises, qui est aussi un cadre structurant pour initier une démarche RSE avec je crois, neuf questions centrales aussi autour de cette norme. Exactement, et on parlait de critères. Basés sur cette norme ISO 26000, on a le GRI, Global Reporting Impact, qui permet aussi, alors avec des critères qui sont, généralistes, donc applicables à tous, et puis des critères sectoriels en fonction de votre secteur d'activité qui peuvent aussi, vous aider à faire une feuille de route. Et alors, on va terminer sur la dernière question de Frédéric. Le statut d'entreprise à mission peut être demandé est un élément discriminant dans un appel d'offres. Non, je pense a priori pas que le statut Mmh. d'entreprise à mission puisse être demandé aujourd'hui. Il n'est pas encore assez répandu. Peut-être demain dans l'avenir, ça je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, la dimension RSE, ça je peux vous assurer qu'effectivement, elle l'est demandée Mmh. de plus en plus. Oui, c'est important, ce qui veut dire aussi qu'on peut tout à fait mettre en place une démarche RSE sans forcément, tout de suite devenir entreprise à mission. Mais en effet, c'est pas un critère discriminant, pas à ma connaissance. Ça peut pas l'être. En revanche, en effet, c'est un super, argument à l'inverse quand on l'est. Ouais, Parce qu'au-delà d'une feuille de route et d'un rapport, on sait que derrière, il y a de l'audit. Enfin voilà, que c'est une démarche, qui est pas, qui ne peut pas être juste une démarche de communication. tout à fait, tout à fait. Mais je pense que ce qui est important, et notamment dans le cadre des micro-entreprises, c'est de vraiment se poser la question avant de rentrer dans des démarches d'entreprise à mission et autres. C'est déjà de se poser la question, qu'est-ce qu'à mon échelle, comment je peux avoir une réflexion autour une politique, une démarche RSE. Mmh. Et Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin et de structurer ça, je pense que ça peut être dans un second temps, mais déjà de se poser la question sur quels sont les premiers éléments très, très simples. Pour un indépendant, je vous dis de manière très simple, hein, ça sera de ne plus prendre l'avion pour des déplacements en France, par exemple. Vous voyez, ça, c'est déjà des premiers éléments de votre politique, finalement, des RSE, même si vous êtes une micro-entreprise. Et ça, cette notion-là, c'est l'ODD numéro 13. Et c'est une façon aussi de vous dire que vous pouvez, enfin voilà, si vous n'avez pas aujourd'hui la capacité de vous faire accompagner par un cabinet ou autre, en prenant la feuille de route des ODD, alors je vous invite à aller voir sur le site, il y a plus de détails derrière. Vous pouvez heu, sélectionner ce sur quoi vous voulez agir, et les ODD sont aussi très souvent utilisés pour expliquer une stratégie RSE. Et là, je prends plutôt de gros exemples bien connus, hein. Prenez, l'entreprise Veolia, vous prenez Orange et puis sans doute bien d'autres. Sur leur site internet, leurs stratégies, RSE sont expliquées sous l'angle, des ODD auxquels, ces entreprises contribuent, prioritairement. Donc c'est un bon point de départ pour se lancer. Super, bah merci beaucoup Fanny, on va s'arrêter là. On vous remercie Merci. à tous et toutes d'avoir voilà, d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été actifs dans les questions et les interrogations. Et on vous dit donc au 20 juin pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'intelligence artificielle dans la révolution marketing. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne journée à tous. Merci Fanny. Merci beaucoup. Bonne journée.